Alors, Enrique est né en 1971 dans une ville superbe en Espagne, Valence. Pas Valence dans la Drôme, hein, en Espagne. Donc, diplômé de Sciences Éco, également d'une grande école de commerce à Madrid. Et ton premier job, c'est en 1992. Tu es non pas en Espagne, mais au Portugal. Et tu t'occupes pas du tout de Fnac Darty, tu t'occupes de jouets chez Toys R Us. C'était à Porto. Ouais, ouais. Moi, j'ai toujours aimé les commerces. En Valence, il y avait une énorme civilisation qui s'appelle les Phénices, qui sont venus du nord de l'Afrique, qui nous ont appris à faire du commerce. Et ça m'a resté dans mon âme, donc j'ai toujours aimé ça. Donc j'ai commencé par les jouets, et après, la vie, la Fnac, qui Oui, c'est croissait. arrivé. Donc en 1998, donc, tu diriges la Fnac de Lisbonne. Alors, Porto, Lisbonne, c'est les passions rivales, ça s'entend bien. Dans quelle ville il fait le meilleur vivre, si on peut dire? En fait, j'ai découvert le Portugal comme tout le monde pensait qu'aller au Portugal, c'était exotique. Et c'était un peu le fond de... C'est même pas l'Afrique, c'était... Pourquoi tu vas au Portugal, me disaient mes amis, mais qu'est-ce qu'il y a là? Bah, aujourd'hui, il y a plus de Français au Portugal que parfois qu'à Paris. Hein. Alors, il y a des raisons aussi à ça. Hein, Il y a beaucoup de monde qui ont découvert le Portugal, et tant mieux. Moi, j'ai eu la chance d'habiter dans les deux. À Porto, à Lisbonne, sont des villes magnifiques et j'ai vu développer grâce à l'Europe. Ouais. Je pense que les Portugais sont tellement fiers, comme les Espagnols d'ailleurs, d'avoir vu que l'accès à la communauté européenne et l'euro, ça a donné une opportunité de rattraper des retards. Hein, en beaucoup d'endroits, l'infrastructure, la technologie, l'éducation. Donc, ils sont des villes qui sont très reconnaissantes, ils sont très fiers d'appartenir à l'Europe, et c'est ça qui nous rend différents et plus forts. 2002, Enrique, tu diriges la zone justement ibérique. C'était dynamique. Aujourd'hui, c'est toujours important dans le chiffre d'affaires, dans la marge du groupe, les deux pays, on va dire. Les groupes, c'est 8 milliards aujourd'hui. 8 milliards au total. Donc la Fnac, c'était un peu moins des 4. L'Espagne, c'était les premiers pays pour l'international. Aujourd'hui, les Belges, ils ont dépassé les Espagnols parce qu'on a trouvé des Darty et des Fnac. Donc la fusion, ça fait que la Belgique, c'est le premier. Mais à part la Belgique, l'Espagne et le Portugal sont nos premières régions à part entière et ça se passe très bien. Ce sont des marques qui ont arrivé dans les débuts des années 90 et sont arrivées avec tout un modèle de distribution qui n'existait pas. Et ça fait un énorme buzz. Et on a trouvé, et ça c'était très intéressant, des intellectuels espagnols et portugais qui étaient très attachés à la Fnac parce que pendant les dictatures, et voilà, moi j'ai né dans une dictature, même si j'avais tout petit, 75. ils venaient en France acheter des livres qui étaient interdits dans nos pays. Et ils faisaient des trafics de livres qui faisaient introduire dans des réseaux et qu'on en a ouvert. On les a récupérés, ils étaient très fiers. Et je me souviens très bien du président portugais, Mario Soares, qui est un grand vivant, un grand amateur de la France, qui me disait, moi je pense que ça y est, on est à l'Europe. La Fnac est venue à Lisbonne, le Portugal est rentré à l'Europe. Il y en a d'autres qui venaient voir des films à Perpignan, mais c'était pour un autre sujet, quoi. Alors en 2012, donc, tu diriges la France, la Suisse, la Belgique, et parmi tes chantiers, on va dire, les sujets, un des sujets similaires à ceux de Fabienne, la transformation digitale. Oui, parce qu'on était confronté à un grand ogre qui s'appelait Amazon. Les groupes, il a pris très vite les virages du digital. On a lancé nos premiers sites internet en 99. On était un des premiers sites qui existaient, pas seulement en France, dans d'autres pays. On avait un actionnaire, François Ripineau, qui était très visionnaire et qui a vu tout de suite que les futurs, ils devraient passer aussi par Internet. Donc on est lancé, ça fait donc 25 ans qu'on a un compétiteur magnifique qui s'appelle Amazon et tous nos défis... Mais tu dis ça parce que tu es poli, mais ils sont insupportables, Amazon, non? Non, c'est... si tu commandes le dimanche matin à 8h, à 20h, ils sont chez toi, ils ont le sourire. Non, je pense que ce qu'ils proposent aux clients, c'est extraordinaire. Ils perdent beaucoup de fric, donc ils perdent beaucoup d'argent, pas Enrique. En Europe, ils perdent presque 1 milliard par an sous les commerces. C'est-à-dire qu'ils sont en train de... Ils achètent des parts de marché. Vous savez, quand les produits gratuits, les produits, c'est vous. Ouais. Vous connaissez cette histoire des médias, des social media, c'est Facebook qui l'a inventé. Donc les produits, c'est vous, c'est-à-dire que ce sont des sociétés qui sont en train de faire un dumping économique important pour gagner des parts de marché. Une fois qu'ils ont conquéri les parts de marché, évidemment, ils vont faire la marge. Ouais. Quand ils font... l'exemple, c'est aux États-Unis, ça avait lancé une chaîne de librairies. On a entendu des choses affreuses de dire que ça y est, finalement, Amazon va apprendre aux libraires français à qu'est-ce qu'est une librairie. On a entendu ça. Chouette. Bon, j'ai pris une petite partie de mon équipe, on était à Seattle, et j'ai sorti et j'ai dit, si ça marche, je démissionne, parce que je ne comprenais rien. Ils ont tué, je pense que 80% des librairies indépendants américaines, et là, il y a un mois, ils se sont annoncés qu'ils ferment toutes ces librairies. Donc là, vous avez... typiquement les comportements d'un prédateur, comme on te disait, quelqu'un qui a un modèle très clair, c'est les modèles d'Internet, c'est des winner take all, et c'est ça ou rien.
Voilà. 2013. Donc je ne les aime pas beaucoup, si tu as un doute. Je peux comprendre. 2013, donc tu as vécu aussi l'introduction en bourse. Hein. C'était un grand moment, un grand chamboulement pour l'entreprise? Ouais, je suis arrivé en France en 2012. Donc la famille Pinault qui nous avait accompagnés pendant longtemps, depuis 1994, il avait décidé de changer les retail pour les luxe. Quelle idée, hein. Donc ils ont décidé d'abandonner toute la division retail, la Redoute, Printemps, la Fnac, et chacun, on a eu une voie différente des sorties, la Redoute avec un private equity, et nous finalement on a trouvé une possibilité d'introduction en bourse en 2013, En 2013, qui a, je pense, pas mal réussi, même si... L'action est à un peu moins de 40 aujourd'hui. Qui est actionnaire de la Fnac, là? Mon CFO, a priori. CFO, oui. Ah oui, il ne faut rien dire si c'est le CFO qui écoute. Alors, est-ce qu'il faut en acheter quand même? Mais c'est comme les cognacs. Les amateurs de cognac sont tous à l'étranger. Les actionnaires de la Fnac sont tous là. Alors, 2016, donc c'est le rachat, c'est la fusion, hein, Fnac Darty. Avec le recul, est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que vous ne l'avez pas payé un soupçon trop cher? Et là, j'attends le sourire du directeur financier. Aucun commentaire. Je pense que c'est le meilleur deal qu'on a fait dans notre histoire. Et c'était parce que c'était les deals qu'il fallait faire. Ouais. Et Fabien parlait tout à l'heure de la consolidation des marchés. Oui. Il ne nous dira pas, mais s'il aurait l'opportunité d'acheter son numéro 2, son numéro 3 dans les marchés, je pense que les prix, ils vont trouver des quoi. Après, on a fait les synergies qu'on a prévues, même plus vite. Je pense que ça nous a donné une opportunité d'investir dans les futurs des deux sociétés, de deux marques, avec énormément de diversité sur les services. On a transformé la filière services, logistique. On travaille sur le système informatique. On a des moyens financiers que Fnac Darty n'avait pas x2 avant, on n'avait pas. Donc la réponse est oui, oui, oui. On a payé un prix fort parce que c'est la loi du marché. Absolument. Mais on n'est pas du tout mécontent, au contraire. Il y avait une bataille. On avait reçu Régis Schulz, qui était de Darty, là. Il y avait une bataille aussi avec Bompard de tennis. Il y en a un qui était 4-6 et l'autre 15-2. Mais ça, c'est autre chose. Alors, 25 000 collaborateurs dans le groupe. Est-ce que c'est facile, quand on s'appelle Fnac Darty, de trouver des salariés, des collaborateurs sympas, dynamiques, compétents, fidèles et pas chers? Honnêtement, on a une chance. On a une forte marque employeur. On donne envie aux personnes de travailler avec nous. On n'a pas de problème de capter du talent. Ça nous arrive que du talent il nous échappe après. On forme les personnes, ils partent après. Mais ils vont où d'ailleurs quand ils partent? Chez Orange, non, c'est tout le monde. Mais Fabienne, ça fait quand même 10 personnes. Mais avec quelqu'un qui me disait, un manager qui me disait, mais Enrique, je suis dévasté, j'ai perdu mon équipe, j'ai passé 2 ans à les former, les meilleurs ont parti. Et j'ai dit, toi, imagine-toi que tu ne les aurais pas formés, ils seraient nuls, ils seraient restés. Qu'est-ce que tu préfères? Ça, c'est une vision optimiste, c'est bien. Bon, la vision optimiste, c'est qu'on a une marque comme la nôtre, qu'on a capacité d'attirer, on a capacité aussi de former, et finalement, on donne l'opportunité pour développer la carrière ailleurs, et c'est pas si mal. Alors, l'entreprise a grandi par croissance interne, mais également externe, avec notamment le rachat de Nature et Découverte. C'est quoi la cohérence? D'abord, si vous voyez les maillages géographiques de Nature et Découverte, c'est toujours à côté des AFNAC. Oui. Et ce n'est pas par hasard. C'est parce on partage une clientèle, une sensibilité pour des types de produits qui étaient assez proches. Donc c'est une marque qui est, même sans y avoir avant les Covid et la transition écologique accélérée, c'est une marque qui est au cœur des préoccupations des consommateurs. Une transition sur des produits, des bien-être responsables, éco-conçus, plus de 80% des produits conçus, soit en France, soit proche d'Europe, un regard sur la biodiversité, sur la pédagogie, sur amener nos enfants en contact de la nature, sont des choses qui sont plus que d'actualité. Et donc, c'était l'envie de faire partie, faire entrer ces marques au sein de notre groupe. On a aussi acheté une société de services, WeFix pour la réparation. Donc, on essaie de diversifier, mais tout en gardant un peu l'axe de la consommation éclairée, que c'est notre moteur. Le plus beau métier du monde, Enrique, c'est quoi? C'est dirigeant d'entreprise. Tu es dirigeant d'entreprise. Ou alors joueur de basket professionnel, genre Monsieur Jordan, par exemple. Je pense qu'à 20 ans, je ne t'aurais pas fait la même réponse. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est une chance unique de pouvoir être à la tête d'un groupe qui a 25 000 personnes et qui a une chance de se battre pour un modèle de société. Moi, je suis très heureux dans ce que j'ai fait aujourd'hui. Je n'ai pas de regrets. J'aurais bien aimé réussir mieux ma carrière de joueur de basket, être aux Jeux Olympiques et gagner une médaille, mais
C'était pas prévu pour moi. Ouais. Mais je pense qu'on est là où il faut être aujourd'hui. Oui. Ouais. Tu adores le foot, hein, tu supportes le Real de Madrid. Le Real sans Quoi Mbappé. d'autre hein. Le Real sans Mbappé, ça va être sympa quand même ou pas? Je pense est-ce que Mbappé sans les Real, il va être sympa. Je sais pas Ils pour vont la lui. gagner un jour cette Coupe d'Europe, pas les Parisiens? Qui supporte le PSG là? C'est bien, faut être fier, c'est courageux. Est-ce qu'ils vont la gagner un jour cette Coupe d'Europe ou pas? Si, je pense que tout finit pour arriver. Après, honnêtement, je pense que l'histoire du Real Madrid, c'est une histoire comme... Moi, je suis très fier du Real, je suis très fier de Rafael Nadal. Il a gagné ou pas finalement? Il vient de gagner. Ah, J'étais super. au téléphone. Ah ouais, avec lui, non? Il y a 5-7, comme d'habitude, avec beaucoup de souffrances. Ouais. Et, Est-ce qu'il est client Orange? Parce que ça, c'est le seul truc important de la soirée, quand même, Nadal. et c'est une histoire des supérations, des courages, des valeurs très forts. Ouais. Donc, ce n'était pas les favoris. Nadal, il n'est pas. Il est à peine depuis quelques années parce qu'il est toujours blessé. Ouais. Mais il y a quelque chose de très profond. Moi, ça m'est combien. Et avant les questions spontanées, donc tu es espagnol, tu vis en France depuis longtemps, tu as vécu en Europe. Les meilleurs vins au monde, ils sont portugais, espagnols ou français? Écoute, j'ai eu la chance d'habiter dans ces 3 pays. Oui. Ça fait beaucoup de plaisir de découvrir des régions. J'ai une affinité un peu plus pour le vin espagnol. Oui. Que j'essaye de faire découvrir à mes collègues et j'ai fait découvrir des très belles choses. Mais j'ai une curiosité pour le vin français et pas seulement pour les grands bars de Bordeaux et Bourgogne. Déjà parce que ceux-là sont un peu inaccessibles. Oh non, on est bien payé. Combien ça gagne d'ailleurs un directeur général de la FNAC? Pas assez. Pas assez pour se payer des grandes bouteilles. Pas assez pour payer des vins de Bordeaux et Bourgogne, non. Et comme vous l'avez dit dans les conférences, c'est très bien parfois découvrir des nouvelles régions, de la Loire, du Jura. Il y a des choses qui sont très intéressantes, pas forcément très chères. Donc tu es ouvert en fait? Je suis très ouvert, j'aime les bons vins. Pas beaucoup, mais les bons. Oui, ma première question, tu as fait allusion au rapprochement qu'il y a eu entre Fnac et Darty, qui était, alors moi je ne parlerai pas de prix parce que je pense qu'effectivement vous n'aviez pas le choix et c'était un très bon deal. Qu'est-ce qui a été facile et qu'est-ce qui a été compliqué dans ce mariage? Parce qu'au final, tu as marié du livre et les logiques de diversification sont toujours compliquées entre marier des produits blancs, bruns et du livre avec, j'allais dire, un corps social qu'il faut et une équipe qu'il faut que tu embarques dans une même logique pour un même enjeu client, même si tu as 2 marques et des typologies de produits différents. Je pense que la clé pour nous, ça a été respecter les marques. Et ça a été vraiment un point d'honneur que j'ai fait pour piloter. On aurait pu trouver les chemins de la facilité. Est-ce qu'ils auraient fait probablement des sociétés américaines? Je me posais beaucoup la question. Qu'est-ce qu'aurait fait Best Buy s'il aurait acheté Barnes & Noble? Probablement en 3 ans, la marque il aurait disparu, ils auraient imposé le système informatique, ils auraient aimé l'équipe. Et probablement pour les consommateurs américains, ça aurait été les bons choix. Et ils auraient simplifié leur vie, ils auraient gagné beaucoup d'argent. Moi, je n'aurais imaginé jamais une seconde que Fnac il aurait fait disparaître Darty ou vice-versa. Donc, on a parti du principe qu'on allait vivre avec 2 marques. Mais par contre, on était un peu engagé à libérer des synergies. Donc, on a dû faire un peu les 2 choses en même temps. Aller très vite sur les sujets de synergie, des back-office, des services, des logistiques. Là, on pourrait vraiment faire des économies, mais surtout, et pas toucher les cœurs de la relation entre l'enseigne et les clients. Et là, je pense qu'on l'a fait. Il y a un autre secret, c'est le temps. En fait, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Il faut laisser les choses s'installer. Il faut accompagner les équipes. Il faut mettre beaucoup de soi. Ça a mis combien de temps à peu près? Moi, je pense qu'à partir de la 3e, 4e année, on en parlait à peine du passé, on parlait surtout des futurs. Donc il n'y aura pas un Orange qui va ressortir, il n'y aura pas un Fnacti qui va sortir, là, ça restera... Les noms, ça va devenir un peu plus compliqué. Mais, comme dit Fabienne, je pense que la consolidation dans le marché, elle n'est pas finie. Après, dans quel sens on fera, on ne sait pas. Stéphane, une question, et puis ensuite Luc. Merci. Vous venez de répondre à la question que je voulais poser, mais bon. Jusqu'où irez-vous dans la gamme de produits que l'on peut trouver chez Fnac ou chez Darty, puisque quand on rentre chez Darty, on peut trouver une voiture électrique. Donc jusqu'où ça ira? Jusqu'à où les clients ils nous amènent. Il faut savoir que la Fnac, il a démarré par des produits électroménagers, parce que ce qu'ils savaient à l'époque, dans les années 60, et les livres, il est arrivé qu'en 74. Donc les fondateurs de la Fnac disaient, la Fnac, ce n'est pas une image photographique, c'est une image cinématographique. Il suit la tendance des consommateurs. On est fidèle à nos clients et les restes, on fait accompagner. Donc évidemment, on fait attention à ne pas faire mal à la marque. Quand on fait un mouvement comme les sujets de la voiture électrique AMI, il y avait un sens de positionner la marque comme un vrai vendeur de la mobilité urbaine. On est leader en France.
On vend des centaines de milliers de trottinettes et vélos. Et je pense que les personnes ils pensent plus à nous sur la voiture électrique et moins à la trottinette. Mais en fait, les business, c'est dans les trottinettes. Donc on ne fait pas tout, mais on ne s'interdit pas de faire des choses. Oui. Luc, et puis après, monsieur, oui. Oui, bonjour, Luc Piot. Entre les magasins physiques Fnac et Darty et les sites Internet, quelle est la répartition au niveau de la clientèle et est-ce que vous avez des souhaits de faire varier cette répartition? Aujourd'hui, on a, grosso modo, on fait 3 milliards de chiffres d'affaires en digital, en volume d'affaires, et on est 1 million de mètres carrés des magasins. Donc, c'est dans des chiffres que ça ne se compare pas. Donc, on est un peu plus de 25% de chiffre d'affaires en digital, mais en fait, on a un atout énorme de faire combiner bien les deux. C'est proposer aux clients du digital de venir au magasin pour faire ce qu'on appelle le commerce hybride. Donc, la moitié des ventes en ligne vient dans les magasins. Et ça nous permet d'avoir un écosystème et justement trouver un modèle pour faire la compétition à Amazon, qu'eux, ils ne savent pas faire, parce qu'ils ne sont pas ni vendeurs, ni espace physique, a priori. Et l'évolution, on verra avec les temps. Je pense que les clients français, on les interroge, et on l'a fait à la sortie du Covid. C'était extraordinaire, ces jours de déconfinement, les premières. Il avait la queue dans tous les magasins. Bah oui, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Les consultants, ils nous avaient dit... Tu n'étais pas commerce essentiel, contrairement au vin? On n'était pas. On s'est battu pour les livres après. Mais, et ils nous ont dit un mois en avant, mais non, Covid, les clients, ils ont perdu les chemins des magasins, vous ferez moins 50% en trafic. C'est les grands consultants de la place. Hein. Et on a vu des clients qui faisaient la queue. Moi, j'étais à Bordeaux ces jours-là, et j'ai posé la question à des personnes, qu'est-ce qui vous fait venir aujourd'hui? Vous n'avez pas pu acheter sur Internet, on a livré quand même. Il dit, les magasins, ça nous manquait. Ah oui, Et ce n'est pas seulement une question fonctionnelle, c'est une question d'attachement des modes de vie. Donc on est loin d'abandonner ces rituels et longue vie au magasin. Monsieur qui est derrière, et peut-être Romuald Gauvain, si tu as un Oui, merci. Je m'étonne toujours en pensant à la FNAC que la FNAC est un acronyme et que cet acronyme date de l'après-guerre. Il veut dire Fédération nationale des acheteurs cadres. Et en fait, vous continuez à surfer sur cette marque qui est complètement désuète en fait aujourd'hui quand on sait de quoi il s'agit. Ah, l'origine. Ouais. Mais en fait, il n'y a que vous dans la salle qui savez ce que ça veut dire. Quoi. Moi, je savais. Mais les marques, en fait, c'est pas ce que ça veut dire au début. Non, puis ça sonne bien, Fnac, quand on ne sait pas ce que ça veut dire. Quoi. Oui, c'est bien. Fnac, c'est pas c'est Fédération nationale des acheteurs, des achats cadres. Ouais. Et c'était une espèce des associations des personnes qui allaient acheter des produits en Allemagne pour l'introduire dans le marché français avec un club privé. Mais aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Ouais. Bon, en tout cas, merci 1000 fois, Enrique. C'est un vrai bonheur de t'avoir.